C'était un matin chaud à Ouagadougou. Le soleil se levait lentement et les soldats à la porte présidentielle buvèrent du thé, calme et détendu. Le peuple burkinabé venait juste de commencer sa journée. Les boutiques ouvraient, les enfants se rendaient à l'école. Tout semblait normal. Puis une femme apparut. Elle n'était pas du Burkina Faso. Elle était nigériane. Sa peau était sombre comme la terre riche. Sa robe était jaune vif comme le soleil. Elle était belle, mais il y avait quelque chose d'étrange dans ses yeux, quelque chose d'audacieux, de dangereux. Elle marcha droit vers la porte du palais présidentiel. Les soldats se regardèrent. Personne ne marche comme ça vers le palais du président Ibrahim Traoré. Pas sans autorisation, pas sans invitation. Mais elle s'en fichait. « Je veux voir le président », dit-elle, calme et assurée. « Madame, vous ne pouvez pas être ici », lui dit le garde. « Avez-vous un rendez-vous » Elle sourit. « Je n'ai pas besoin de rendez-vous. Je suis ici pour l'épouser. » Les soldats rirent d'abord. Ils pensèrent que c'était une blague. Mais son visage ne changea pas. Elle était sérieuse. « Je viens de Lagos pour le voir. Je l'aime. Je ne quitterai pas ce palais tant que je ne lui aurai pas parlé. Et quand je le ferai, il comprendra. » Maintenant, les soldats étaient confus. Qui est cette femme? Une journaliste? Une espionne? Une folle? Ils essayèrent de la repousser. Elle refusa de partir. Elle s'assit par terre devant la porte. Elle refusa l'eau, refusa la nourriture. Elle restait simplement là, à attendre. La nouvelle se répandit vite. L'après-midi, les journalistes étaient déjà devant le palais. « Qui est-elle » demandait-il. Personne ne savait. Et à l'intérieur du palais, quelqu'un finit par en parler au président Ibrahim Traoré. Traoré est un homme calme. Il n'aime pas le bruit. Il est jeune mais très concentré. Quand il entendit l'histoire, il rit doucement. « Laissez-la se reposer, dit-il. Elle rentrera chez elle quand elle sera fatiguée. » Mais elle ne partit pas. Cette nuit-là, elle était toujours assise à la porte. Le lendemain aussi. Et le jour suivant. 3 jours passèrent. Puis quelque chose arriva. Elle s'évanouit. Les gardes coururent vers elle. Ils la portèrent à l'intérieur. Elle était affaiblie par le soleil, par la faim. Ils lui donnèrent de l'eau, de la nourriture, un endroit pour dormir. Elle était maintenant dans le palais. Le président l'avait autorisée. Pourquoi ? Parce qu'il voulait lui parler en personne. C'est là que l'histoire commence vraiment. Car cette nuit-là, elle lui dit quelque chose qui allait changer sa vie et bouleverser tout le Burkina Faso. La pièce était silencieuse. Seules 2 personnes étaient présentes. L'un était le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, calme, discipliné, toujours observateur. L'autre était la mystérieuse femme nigériane. Pas de garde, pas de journaliste, juste eux 2. Traoré parla en premier. « Quel est ton nom » demanda-t-il. Elle le regarda dans les yeux et répondit doucement. « Mon nom est Amara. » Il hocha la tête. « Pourquoi es-tu ici, Amara ? Pourquoi as-tu dit que tu voulais m'épouser » Elle sourit doucement, mais il y avait de la douleur derrière ce sourire. « Parce que je crois en ce que tu fais, » dit-elle. « Parce que l'Afrique a besoin de toi. Et parce que ceux qui prévoient de te détruire sont plus proches que tu ne le penses. » Ce fut le moment où tout changea. Le calme dans les yeux de Traoré disparut. Il se pencha en avant. « Qui t'a envoyé » demanda-t-il. « Personne, » murmura Amara. « Je suis venu de moi-même. Mais je sais des choses. Je sais ce qu'il prépare, au Nigeria, en France et même ici, dans ton propre cabinet. » Le silence emplit la pièce. Traoré ne parla pas pendant un long moment. Son esprit tournait. Comment une femme qu'il n'avait jamais vue pouvait-elle dire cela? Était-ce vrai? Ou était-ce un piège? Mais il y avait quelque chose dans sa voix, un feu, une vérité. « Tu n'as pas beaucoup de temps, » continua Amara. « Ils t'observent. Ils sont en colère parce que tu leur résistes. Ils veulent ta disparition. Je suis venu parce que je ne connaissais aucun autre moyen de t'avertir. » Traoré la fixa. Il avait résisté aux pressions étrangères. Il avait tenu tête aux entreprises cupides. Mais maintenant, il entendait quelque chose de bien pire. « Tu as dit que tu m'aimais, » dit-il doucement. Amara acquiesça. « Oui, mais pas seulement toi comme homme.
J'aime ce que tu es en train de devenir. Tu n'es pas seulement un président, Ibrahim. Tu es le mur qui se dresse entre l'Afrique et ceux qui veulent que la contrôler. Ils veulent te briser. Mais je ne les laisserai pas faire. » Elle fit une pause. « C'est pourquoi j'ai dit que je devais t'épouser. Parce que tes ennemis, ils ne s'attendent pas à l'amour. » Cette nuit-là, Traoré ne dormit pas. Il marcha dans les couloirs du palais. Il se rappela les rumeurs, les trahisons, les ministres à double visage, les offres d'agents étrangers, l'aide avec des accords cachés, les cadeaux avec du poison silencieux. Amara disait-elle la vérité? Ou était-elle un autre genre d'ennemi, le genre doux, celui qui s'approche, touche ton cœur et te détruit de l'intérieur? Au matin, une chose était claire. Elle ne pouvait pas repartir. Pas encore. Le lendemain, le peuple burkinabé parlait. La femme est toujours dans le palais. Le président lui a parlé? Est-il devenu fou? Certains étaient en colère, d'autres curieux, certains même jaloux. Et dans une pièce secrète au fond du palais, une réunion secrète avait lieu. Des hommes en costume, des hommes en uniforme, ministres, conseillers, généraux. L'un d'eux frappa la table du poing. Elle doit partir. C'est dangereux. On ne sait pas qui elle est. Un autre murmura, et si elle disait la vérité? Mais un homme ne dit rien. Il observait en silence. Son nom était ministre Douamba, un des plus anciens alliés de Traoré. Mais ce que personne ne savait, c'est que Douamba était le vrai danger. Il travaillait avec des agents étrangers depuis des mois. Il voulait voir Traoré tomber. Et maintenant, cette femme pouvait tout faire échouer. « Il faut s'occuper d'elle, » dit-il enfin, d'une manière ou d'une autre. Et ainsi, le piège commença à se refermer. Amara était venue pour sauver le président. Mais désormais, c'était elle qui était en danger. Et Ibrahim Traoré devait prendre une décision. Le palais n'était plus tranquille. Il semblait calme à l'extérieur. Les soldats se tenaient droits. Le drapeau du Burkina Faso flottait fièrement. Mais à l'intérieur des murs, quelque chose de dangereux se préparait. Le président Traoré ne faisait plus confiance à personne, ni à ses conseillers, ni à ses ministres, et peut-être pas même à Amara. Il l'observait à distance. Elle vivait dans le palais depuis 5 jours maintenant. Elle restait dans une petite chambre d'invité. Elle mangeait seule, elle ne demandait rien. Elle ne se plaignait pas. Elle semblait paisible. Trop paisible. Alors Traoré organisa un test. Il fit appeler une de ses officiers les plus loyales, la capitaine Na, une femme que personne ne pouvait tromper, formée au contre-espionnage, froide et précise. « Suis-la » dit Traoré, mais sans qu'elle le sache. Si elle ment, je veux le savoir. Na acquiesça. Elle ne faisait pas confiance à Amara depuis le début. Cette nuit-là, Amara reçut une visite étrange. Une femme de chambre vint dans sa chambre et dit « Quelqu'un a laissé un message pour vous. » Amara ouvrit le papier. Il contenait seulement 4 mots. « Le lion saigne. » Ses yeux s'écarquillèrent. Elle plia le mot et le brûla vite dans la flamme d'une bougie. Mais la capitaine Na avait tout vu, depuis l'aération du mur. Elle écrivit tout dans son rapport. Elle reçoit des messages codés, dit Na au président le lendemain matin. Elle est peut-être une espionne. Mais Traoré ne réagit pas. Il hocha simplement la tête et dit « Continue d'observer. » Pendant ce temps, dans une autre partie du palais, le ministre Douamba devenait nerveux. Cette femme avait l'attention du président. Et si elle continuait de parler, elle allait tout révéler. Ses rencontres avec le consul français, les paiements secrets, l'accord pour vendre les droits miniers à une entreprise étrangère. Alors Douamba passa à l'action. Il envoya 2 hommes dans la chambre d'Amara tard dans la nuit, déguisés en garde. Leur mission, l'effrayer, la pousser à faire une erreur, peut-être même cacher quelque chose dans sa chambre. Mais ce qui se passa choqua tout le monde. Dès qu'ils entrèrent dans sa chambre, Amara ne cria pas. Elle les regarda calmement. Puis elle sortit un couteau de sa robe. « Un pas de plus, » dit-elle, « et je verse le sang ce soir. » Les 2 hommes s'immobilisèrent.
Dehors, Na et son équipe observaient tout. Ils firent irruption et arrêtèrent les hommes. Et soudain, tout changea. Traoré appela Amara au jardin tôt le lendemain matin. Il se tenait sous le Néhem, en tenue fatigue, le visage impassible. « Tu avais raison, dit-il. » Elle le regarda en silence. « Quelqu'un de l'intérieur essaie de me détruire. Tu es arrivé au bon moment. Mais j'ai encore une question. »« Quelle question ?» demanda doucement Amara. Traoré s'approcha. « Qui t'a envoyé le message ?» Amara prit une longue inspiration. « Je ne sais pas qui l'a transmis, mais je sais ce que ça signifie. Le lion, c'est toi, et le sang vient de ta propre maison. » Elle fit une pause. « Il prévoit d'utiliser quelqu'un de proche pour briser ton image, te faire tomber devant ton peuple. » Elle plongea son regard dans le sien. « Et ils utiliseront l'amour pour le faire. » Cette nuit-là, un événement impensable se produisit. Amara disparut. Sa chambre était vide, ses vêtements partis, sa carte d'identité manquante, les caméras désactivées. Tout le monde cria. Les gardes furent interrogés. Les portes verrouillées. Des ordres hurlés sur les talkies-walkies. « Trouvez-la! Bouchez les routes! Elle ne doit pas quitter le pays !» Mais personne ne réussit à la retrouver. Sur le bureau de Traoré, un mot écrit en belle écriture. « Tu es plus fort qu'il ne pense. Ne fais confiance à personne. » Ah! Traoré lut la note et sourit, mais seulement un instant. 5 minutes plus tard, un autre message arriva. Amara avait été capturée dans les bras d'un diplomate étranger, tentant de quitter le pays en secret. Et à présent, plus personne ne savait quoi croire. Était-elle une sauveuse ou la plus grande espionne jamais envoyée pour détruire un président? La pièce était froide. Une ampoule pendait lentement du plafond. 2 gardes se tenaient à la porte, immobiles, sans cligner des yeux. Au centre, Amara était assise. Ses poignets étaient attachés à la chaise en métal, la tête baissée. Sa robe était déchirée près de l'épaule. Son visage était marqué, mais ses yeux brûlaient toujours comme un feu. En face d'elle, la capitaine Nana. Personne ne pouvait mentir à Nana. Ni généraux, ni ministres, ni même mercenaires. Elle avait brisé des hommes 2 fois plus grands qu'elle. Et maintenant, elle était là pour briser Amara. « Tu as essayé de fuir », déclara Nana. Amara ne répondit pas. « Tu as été surprise, en train de quitter le pays avec un diplomate étranger. C'est de la trahison. » Toujours silencieuse, Amara ne dit rien. Nana se pencha. « Qui t'a envoyé ? DGSE, CIA ?» Amara leva lentement les yeux. « Je me suis envoyé moi-même. » Nana frappa la table. « Tu crois que c'est un jeu ?» La voix d'Amara restait calme. « J'ai averti le président. Vous ne m'avez pas cru. Maintenant, vous m'avez capturé, mais vous n'êtes pas prêt pour la vérité. » Nana claqua un dossier sur la table. « Voici ton dossier. Passeport nigérian. Né à Lagos. Ton père était journaliste, tué dans un accident de voiture mystérieux à Abuja il y a 5 ans. Il enquêtait sur la corruption pétrolière. Ta mère est morte. Tu as disparu après cela. Nous pensons que tu t'es entraîné avec des activistes anticoloniaux au Ghana. Tu as visité le Soudan, l'Ouganda. Tu n'es pas une femme ordinaire. » Les lèvres d'Amara tremblèrent légèrement, mais elle resta silencieuse. Puis, la porte s'ouvrit. Le président Traoré entra. Tout le monde se leva, même Nana. L'air se fit tendu, lourd. Il regarda Amara en silence. « Pourquoi ?» demanda-t-il. Amara rompit enfin le silence. « Parce que j'ai vu ce qu'ils ont fait à mon père. J'ai vu comment ils ont fait souffrir ma mère. J'ai vu comment les dirigeants africains sont achetés comme du sucre. Je me suis dit, je n'épouserai un homme que s'il est un lion. Et quand je t'ai vu, Ibrahim Traoré, j'ai vu un lion. » La mâchoire de Traoré se serra. « Tu tentais de fuir le pays ?»« Non, » dit Amara sèchement. « Je fuyais la mort. » Tout le monde resta figé. « Ton ministre Douamba a envoyé des hommes pour me tuer la nuit dernière. Il ignorait que j'avais des contacts. Le diplomate m'a aidé à m'échapper, pas parce que je suis une espionne, mais parce qu'il venait pour moi. » Nana rit. Histoire trop bien arrangée. Mais les yeux de Traoré se plissèrent. Il se souvint. 2 nuits plus tôt, Douamba avait demandé un changement de garde au palais.
À l'époque, cela semblait normal, mais maintenant ça avait l'odeur d'une trahison. Pendant ce temps, le ministre Douamba se préparait pour le pire dans un complexe privé hors de Ouagadougou, parlant sur une ligne sécurisée. « Oui, chuchota-t-il. Elle sait tout. Elle n'aurait pas dû aller si loin. » Une voix répondit calme et étrangère. « Finis-la doucement avant qu'elle ne parle. » Douamba raccrocha, les mains légèrement tremblantes. Il l'avait sous-estimée. Il pensait qu'elle n'était qu'une romantique stupide. Mais Amara avait révélé son secret trop vite. Maintenant, un seul but, la réduire au silence pour toujours. De retour au palais, Traoré prit une décision. Il se tourna vers la capitaine Nana. « Libère-la », dit-il. Nana le fixa. « Monsieur, êtes-vous sûr ?»« Oui, mais mets-la sous protection totale. Garde-la près. Si elle ment, nous le saurons. Mais si elle dit la vérité... » Il plongea de nouveau son regard dans celui d'Amara. Alors quelqu'un à l'intérieur de ce palais est sur le point de tomber. Cette nuit-là, Traoré se rendit au balcon de ses quartiers, surplombant les lumières de la ville. Il se remémora les paroles d'Amara. Ils utiliseront l'amour pour te détruire. Il ne savait pas ce qui faisait plus mal, la trahison de son propre ministre ou la sensation étrange dans sa poitrine quand Amara avait dit qu'elle l'aimait. Tout cela faisait-il partie de son plan? Ou était-ce réel? Avant qu'il puisse répondre, une explosion secoua les portes du palais. La fumée monta. Les sirènes hurlèrent. Une voiture piégée venait d'exploser. Et soudain, la guerre avait commencé. Pas contre des rebelles, pas contre des terroristes, mais contre des traîtres en costume assis dans des hautes sphères. La fumée de l'explosion montait vers le ciel nocturne. Les gens s'enfuyaient, les sirènes hurlaient, les soldats hurlaient des ordres aux portes. Le président Traoré se tenait dans la salle de crise, fixant le flux en direct sur les écrans de sécurité. Personne n'était mort. Mais le message était clair, nous pouvons t'atteindre même ici. Les traîtres n'étaient plus cachés, ils bougeaient. Et maintenant, Traoré devait agir plus vite. Il se tourna vers la capitaine Nana. « Lancez l'opération Salle de fer », dit-il. Les yeux de Nana s'agrandirent. « Vous êtes sûr ?» Le visage de Traoré était froid. Assez attendu. Il est temps de nettoyer le palais. Pendant ce temps, Amara s'installait dans une chambre sécurisée, profondément sous terre. Elle avait été déplacée après l'explosion. 4 gardes se tenaient à l'extérieur. À l'intérieur, elle attendait, non pas avec peur, mais concentrée. Puis la porte s'ouvrit. Traoré entra seul. Pas de garde, pas de caméra, juste lui et elle. Il posa un dossier sur la table. À l'intérieur, des photos. Elle au Ghana, au Soudan, avec des combattants anticoloniaux, jeunes activistes, rebelles. Certains arrêtés, d'autres disparus, certains tués. Traoré la regarda. « Tu n'as jamais été seulement une femme amoureuse. » Amara croisa son regard. « Non, j'ai été entraînée pour survivre, réfléchir, me battre. Mais quand je t'ai vu, Ibrahim, j'ai vu quelque chose de nouveau. » Elle ouvrit le dossier et tapa sur une photo de Traoré lui-même. « Tu as été le premier président africain que j'ai vu refuser leurs accords, dire non à la France, non au FMI, non à être une marionnette. Je ne suis pas venu t'épouser. » Elle s'arrêta. « Je suis venu te protéger. » Lagos, Nigeria, 2 mois plus tôt. Amara est assise dans une pièce sombre avec 3 autres femmes. Des cartes, des noms, des documents sont étalés sur la table. Le nom Ibrahim Traoré est encerclé en rouge. « C'est le dernier debout », dit quelqu'un. Ils ont déjà éliminé Thomas Sankara, Lumumba, Kadhafi. Si Traoré tombe, le Burkina Faso sera vendu à nouveau. Amara serre les poings. « J'irai. Tu n'es pas prête. Je suis la seule qu'ils ne verront pas venir. » Dans la pièce sécurisée, « Il fallait que je m'approche, » dit Amara. « Pour te prévenir, tester ton cœur et voir si tu étais déjà perdu comme les autres. » Traoré resta silencieux. Tant de choses s'étaient maintenant passées en si peu de temps. Il avait été formé à la guerre, à la politique, mais pas à ça. Puis il parla. « Ce soir, le ministre Douamba quittera le palais. Il pense que je l'ignore, mais nous avons tracé son véhicule.
Il rencontre des agents étrangers près de la frontière Est. Il se leva. Et j'y vais moi-même. Les yeux d'Amara se plissèrent. Seul, Traoré sourit pour la première fois. Non, tu viens avec moi. 11h34 du soir. La route frontalière. 4 camions militaires noirs fendaient l'obscurité. Dans le deuxième camion, le président Traoré en tenue de combat complète. À ses côtés, Amara en treillis, les yeux aussi aiguisés que l'acier. Nana parla à la radio. Cible confirmée. Douamba est dans le SUV avec 2 agents français. Il se dirige vers l'ancienne piste d'atterrissage. Bloquez la route, ordonna Traoré. Personne ne quitte cette terre vivant. À la piste, le face-à-face final commença. Le ministre Douamba descendit du véhicule, tenant une mallette argentée. 2 hommes blancs en costume attendaient près d'un petit avion. « Voici le paiement complet », dit l'un d'eux. « Pour les contrats d'uranium et d'or, vous avez bien travaillé. » Douamba esquissa un sourire. Soudain, des phares illuminèrent la zone. Des soldats surgirent de l'ombre, armes levées, criant « À terre! À terre! Mains en l'air !» Puis Traoré sortit. Il marcha droit vers Douamba. Aucun mot. Juste un silence, jusqu'à ce qu'il demande « Pourquoi ?» Douamba ne répondit pas. Il regarda le sol. « Tu étais mon ami, » dit Traoré. « Tu étais à mes côtés quand nous avons juré de libérer notre pays. » Douamba leva lentement les yeux. « Tu ne peux pas te battre contre le monde, Ibrahim. Ils sont trop puissants. Un jour, ils te détruiront. Je voulais juste survivre. » La voix de Traoré se fit tranchante. « Alors tu n'aurais jamais dû porter notre drapeau. » Il prit la mallette et s'en alla. Aucun coup de feu. Pas d'exécution. Juste le silence et la honte. Douamba fut arrêté. Les agents français capturés. L'avion saisi. Et au lever du jour, tout le pays savait. Les traîtres avaient été pris. Le lion était toujours debout. Et son rugissement, plus fort que jamais. Le soleil se leva sur Ouagadougou, tel un feu flamboyant dans le ciel. Les rues étaient un calme, les radios silencieuses. Chaque regard était tourné vers un seul homme. Chaque cœur attendait. Ibrahim Traoré. Après l'arrestation du ministre Douamba, tout changea. Il révéla les accords, les agents français, les documents volés. Il partagea tout avec le peuple, non à la télévision, mais par une lettre manuscrite lue à la radio nationale. Il leur dit « Certains de vos dirigeants vous ont vendu. Moi, je ne vous vendrai jamais. Qu'ils viennent. Je n'ai pas peur. » Ce matin-là, il rentra au palais. À ses côtés marchait Amara, vêtue de blanc et d'or, forte et paisible. Tous les soldats qu'elle croisait se redressaient, poing sur la poitrine. Même les cuisiniers s'arrêtaient pour la regarder. Elle était arrivée comme une étrangère, une Nigériane que personne ne croyait. Une femme que beaucoup pensaient folle. Aujourd'hui, elle était devenue un symbole. Mais l'histoire ne se termina pas comme elle l'avait espéré. Ce soir-là, Traoré la convoqua. La pièce était silencieuse, éclairée d'une seule lampe. Il s'assit face à elle, le visage doux mais ferme. « Amara, » dit-il calmement, « je dois te dire quelque chose d'important. » Elle le regarda avec espoir. « Je suis engagé envers ma femme, marié depuis des années. Ma loyauté lui appartient. Ce que tu as fait pour moi et pour ce pays, je ne l'oublierai jamais. Mais je ne peux pas te donner ce que tu espérais. » Les mots frappèrent Tamara comme une tempête. Les larmes montèrent aussitôt. « Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu veux juste me laisser partir ? Je t'aime, monsieur le président, de tout mon cœur. » Les yeux de Traoré brillaient aussi. « Amara, ce n'est pas une question de valeur. Tu as sauvé ma vie, sauvé notre nation. Mais je ne peux pas trahir mes vœux. » Amara pleura, tremblant. « J'ai tout quitté pour toi. J'ai risqué ma vie. Je croyais que tu ressentais quelque chose. »« Je ressens quelque chose, » répondit-il, la voix lourde. « Mais ressentir et agir, ce n'est pas pareil. Je suis un homme de parole, et cette parole appartient à une autre femme. » À travers ses larmes, Amara demanda « Que va-t-il m'arriver ? Je dois juste disparaître ?» Traoré se leva, regarda par la fenêtre, puis se tourna vers elle. « Je veux t'aider, t'offrir un terrain, t'aider à monter une entreprise ici.
Tu peux bâtir une nouvelle vie, mais je reste fidèle à mon engagement. Cela ne changera pas. Amara essuya ses larmes. Tu ferais cela pour moi? Tu es une femme exceptionnelle. Tu mérites de construire quelque chose de beau. Mais ce ne sera pas avec moi. Elle hocha la tête. Merci, Ibrahim. Mais ça fait mal. Je sais, dit-il, et je suis désolé. Le lendemain, Amara prépara ses affaires. Elle marcha une dernière fois dans les couloirs. À l'entrée, Traoré l'attendait avec Nana et plusieurs gardes. « Le terrain est à toi, dit-il en lui tendant les documents. Et il y a assez d'argent pour tout démarrer. Tu auras toujours une place ici. » Amara prit les papiers. « Merci, pour tout, pour ton intégrité, pour être resté l'homme que j'ai aimé. » Elle le regarda une dernière fois, les larmes coulant librement. « Je ne t'oublierai jamais, Ibrahim. Et je croirai toujours en ce que tu défends. Et moi, je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi, répondit-il. Tu es une héroïne, Amara. Elle sourit en pleurant, puis marcha vers la voiture. Avant d'y entrer, elle se retourna une dernière fois. Prends soin de toi, mon lion. L'Afrique a besoin de toi. Traoré resta debout, le cœur lourd, regardant la voiture s'éloigner dans les rues de Ouagadougou, emportant avec elle la Nigériane, qui avait tout risqué par amour. Et ainsi, l'histoire de la femme qui refusait de quitter le palais devint celle de la femme qui l'avait sauvée, puis quittée avec dignité. Une histoire d'amour, de sacrifice, de loyauté et de choix douloureux dictés par l'honneur. Le lion rugissait encore, mais désormais avec le souvenir du phénix qui avait traversé sa vie, puis s'était envolé bâtir son propre nid. Si tu soutiens notre cher président, aime cette vidéo et laisse une prière pour lui en commentaire.